tarot de Marseille, ça fait partie du patrimoine marseillais. La taromancie, c'est vraiment ce côté intuitif, divination, médium, voyance. Donc je la C'est retourne, encore- si ça m'évoque quelque chose, je te le dis tout de suite. Ouais, Oula, déjà une tombe, un squelette. ça m'évoque la mort. T'es quand même en train de me dire Que ça, tu tombes rarement dessus. Et que tomber sur celle-là, la toute première carte, c'est quand même un truc. Ma mère lisait les cartes, vraiment comme une voyante. Il va y avoir gain d'argent au jeu, attention aux yeux de monsieur. Les vacances d'après, il dit, vous savez quoi, on a gagné au loto, et par contre, mon mari, il a la cataracte. Bonjour à tous, ravi de vous recevoir dans cette nouvelle émission de Ils font Marseille. Je vous rappelle le principe de notre émission. Toutes les semaines, je reçois des personnalités de la ville de Marseille qui contribuent à faire de cette ville ce qu'elle est aujourd'hui, dans toute sa complexité, dans tout ce qu'elle a de beau et parfois de moins beau. Je reçois tout type de personnes, des personnalités politiques, bien sûr des joueurs de foot, puisque ça fait partie de la ville de Marseille, et tout type de personnalités qui, comme je le disais tout à l'heure, contribuent à faire de Marseille ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Emmanuel Coudreau, qui est le dirigeant de la maison du tarot marseillais. On va parler de nombreux sujets avec Emmanuel. Et en fait, cette interview, on va la faire en 3 temps. Dans un premier temps, on va parler de la vie d'Emmanuel, de comment est-ce qu'il est arrivé à travailler dans le milieu du tarot. Ensuite, on va parler de l'histoire du tarot lui-même, du tarot marseillais. Pourquoi déjà on parle de tarot marseillais? Quelle est son histoire? Comment est-ce qu'aujourd'hui il se développe? Et dans un troisième temps, je me ferai tirer les cartes par Emmanuel. Et d'ores et déjà, je préfère le dire, je n'ai jamais fait ça et je ne suis pas du tout un habitué de ce genre de choses. Donc j'y vais avec beaucoup de curiosité et j'ai très hâte de voir ce qui va se passer. Je vous rappelle que cette émission, elle est présente sur YouTube où vous pouvez nous suivre et où vous êtes déjà hyper nombreux à nous suivre. Vous pouvez également nous suivre sur toutes les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux. On est hyper présent sur Instagram, on est hyper présent sur TikTok. Donc n'hésitez pas à vous y abonner. Et encore merci à tous ceux qui nous donnent de la force, qui partagent nos vidéos, qui likent nos publications et qui s'abonnent sur l'ensemble de nos réseaux. Encore un grand merci à vous parce que c'est grâce à vous qu'on peut vivre et c'est grâce à vous qu'on peut développer cette chaîne avec de super émissions comme celle-là. Mais on commence tout de suite. C'est parti. Emmanuel, ravi de te recevoir. Bonjour Benoît, ravi d'être là, merci pour l'invitation. Alors, pour commencer, on parle le tarot marseillais, le tarot de Marseille. Donc à Marseille, on parle pétanque, on parle pastis, on parle ballon, je parlais de l'OM tout à l'heure. Le tarot de Marseille, c'est pas une fierté nationale. En tout cas, on en parle un peu moins, non? C'est exactement ça. On a plein de choses à Marseille, le savon aussi, c'est vrai. Le savon, j'en ai pas parlé, ouais. Et le tarot de Marseille, on n'en parle pas. Quand on en parle aux Marseillais, ils savent ce que c'est par contre. Mais d'en parler comme ça, c'est pas le premier réflexe qu'un Marseillais pourrait avoir pour dire voilà ce qu'il y a dans ma ville. C'est assez étonnant et c'est un peu ça qui m'a titillé moi pour me plonger dans cet univers du tarot de Marseille parce que ça fait partie du patrimoine marseillais. Et Parce que toi, t'es Marseillais au départ. Hein. alors pas loin, je sais pas si j'ai le droit d'être là, je suis né en Avignon. Bon, tu contribues de faire la ville de Marseille. C'est la région, c'est quoi. Pas loin. Voilà, mon grand-père était marseillais. Ça Ok. marche? Ça va, c'est bon, t'es Mon accepté. grand-père était marseillais, moi je suis d'Avignon. Et effectivement, moi dans ma famille, le tarot de Marseille, c'est connu, quoi. C'est vraiment ça qui m'a amené, peut-être pas tout de suite, mais qui m'a donné cette sensibilité aux cartes. Ma mère lisait les cartes, vraiment comme une voyante. Mais le jeu de cartes classique, pique, cœur, carreau, trèfle, on pourra en parler tout à l'heure de cette histoire de classification de cartes, des familles de cartes que tout le monde connaît, quoi. Mhm. Elle lisait l'avenir, elle lisait des choses à des gens en dehors de son boulot. Et comme j'étais gamin, elle m'amenait avec moi. C'était souvent quand on allait en vacances. Et je me souviendrai toujours une fois chez un couple de papy-mamie qu'elle connaissait, aux vacances de Toussaint. Elle leur annonce quelque chose. Puis moi, je n'avais pas le droit d'être là, d'écouter. C'était dans la cuisine, c'était dans le salon. Et puis j'entends un truc. Voilà, il va y avoir gain d'argent au jeu. Attention au problème aux yeux de monsieur. Et ce qui m'a choqué, c'est que les vacances d'après, elle est arrivée, elle dit, vous savez quoi? On a gagné 500 francs au loto, et par contre, la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle, mon mari, il a la cataracte, des problèmes aux yeux, c'est assez grave. Ah ouais. Et je sais pas, j'avais 7 ans, ça je me souviens de l'âge, je me suis dit, mais comment elle fait, quoi? Sans jamais lui poser la question. Et je me suis dit, tiens, il y a un truc quand même. J'ai toujours essayé, moi, après, j'ai jamais compris comment elle faisait. Il y a les significations des cartes, ça veut dire ça, chance, réussite, amour, etc. J'avais même essayé, tu vois,
de me tirer les sujets du baccalauréat avec ça. Ça n'a pas marché. J'ai eu mon bac, mais sans ça. Mais à la vingtaine, un truc qui est resté avec les oracles. C'est des jeux de cartes qui sont différents des tarots, qui n'ont pas de classification, qui te permettent de te connaître, faire un peu de la bonne aventure, des choses comme ça. Ça m'a toujours attiré. Je pense que les cartes, de toute façon, quand on est enfant, peut-être moins aujourd'hui, si, les Pokémon, ça reste encore ancré. Tu vois, il y a un truc de fétichiste un peu avec les cartes. On les collectionne, on les regarde, on les échange. Il y a quelque chose, ça m'a toujours fasciné. Mais là, c'était plus sur ce côté divinatoire. Bon, je n'avais pas de meilleurs résultats que ça. Et puis, bon, j'ai fait ma vie professionnelle. Et assez Donc proche. Pas du tout dans ça. Pas du tout dans ça, dans la grande distribution. Ah ouais, rien à voir du tout, ok. Mais toujours à côté, un truc très ouvert à la spiritualité, à la connaissance de soi. Jusqu'à ce que je comprenne que un jour, je change de job par amour. Je suis venu à Marseille, tu vois, et j'ai ouvert la maison du tarot de Marseille il y a 11 ans, 2014, où on vendait du tarot de Marseille, des oracles, des pierres, des choses comme ça. Mais moi, c'était mon côté carte, tarot de Marseille qui m'intriguait. Et j'ai commencé à m'en servir. J'en avais déjà un, j'en avais déjà acheté un, mais sans m'en servir, en me disant, tiens, c'est compliqué ce truc, il faut apprendre les cartes, les significations, il y en a 78, comment ils font, bref. Puis un jour, j'ai pas eu d'autre choix que de me former, puisqu'il y avait un gars qui était formé par une des écoles du tarot, mais du côté humaniste, on en parlera tout à l'heure, pas divinatoire. L'école d'Alexandre Jodorowsky, ce fameux réalisateur de films, qui est encore vivant aujourd'hui, qui est un professionnel du tarot, un passionné du tarot, dans ce côté psychologique. Et ça m'intrigue. Se dire, tiens, avec ces cartes-là, on peut se connaître soi-même, mais pas se prédire l'avenir, mais plutôt se préparer à affronter l'avenir. Se dire, tiens, là, j'ai une ligne que je vois avec mes propres ressources. Non pas des choses qui sont annoncées par une voyante. J'ai rien contre les voyantes, la divination, attention. J'en ai déjà consulté. Mais là, c'est quelque chose qu'on a tout de suite quand on lit les cartes. On n'a pas à attendre le moment où la voyante me dit « ça va arriver dans 3 mois ». Pendant toute cette période, tu as du doute, en fait. Moi, ce que j'aime bien dans cette façon de voir le tarot, c'est que ta réponse, tu l'as en sortant, quoi. Tu n'as peut-être pas la réponse de « oui, je vais y arriver », mais tu as une réponse qui va dire « voilà ce que moi, je dois faire, ce que je dois mettre en action ». Qu'est-ce que je dois connaître sur moi? Qu'est-ce que je dois mettre en relief pour être sûr d'atteindre cet objectif? Prends les infos pour la lecture tout à l'heure. Tu vois un peu, ça tourne. Je vois dans ton regard que tu as des idées déjà. Bien sûr. T'as vu comme c'est fascinant déjà? Oui. Rien que ça, de se dire, il y a un côté magique, il y a un côté, purée, je vais avoir les clés pour ouvrir un peu mon inconscient. Ouais. Et ça peut être intéressant. C'est pas apporté par quelqu'un, c'est apporté par toi-même. Et ça, j'ai trouvé ça fascinant. Et j'avais un gars, donc un client, qui était formé par cette école de Jodorowsky, qui faisait cette façon de faire. Il me dit hey, je t'apprends. Puis moi, j'étais comme ça, je dis oh là là, le temps que ça va prendre. Oui, c'est long. Il me dit mais c'est pas grave, tu prends le temps que tu veux. Forme-moi, vas-y, on y va, quoi. J'ai pas le choix. Donc j'ai mangé du tarot pendant 1 mois, tous les 2 jours, à éplucher toutes les cartes, voir les symboles archétypaux qu'il y a du Moyen-Âge. On en parlera de cette racine dans le Moyen-Âge. Et là, je me suis dit, c'est top, quoi. Et en rentrant dans ce côté pédagogique, connaissance de soi, ça m'a amené à aller gratter dans le côté historique. Comment c'est venu ce tarot à Marseille? Où est-ce qu'il était avant? Est-ce que ça a toujours été à Marseille? Qui a inventé ça? Pourquoi ces images? On y va, rentrons dans le dur tout de suite. Allons-y. Donc, déjà, pourquoi le tarot de Marseille? On disait en guise d'introduction, c'est assez peu connu, finalement, des Marseillais. Alors pourquoi est-ce qu'on dit le tarot de Marseille? D'où est-ce que ça vient, ça? Très simple. Il porte son nom, tarot de Marseille, c'est pas anodin. Fin du 19e, début du 20e, on est dans le début de l'ère industrielle, partout en Europe. À Marseille, il y a un businessman qui a des usines avec des imprimantes. Les premières imprimantes industrielles. Baptiste Paul Grimaud. Si vous regardez vos jeux de cartes, vous avez à la maison, il y a une chance sur 2 que ce soit encore cette maison d'édition qui est en face. Et Grimaud, il est dans une ville où il y a une bonne trentaine, quarantaine d'ateliers artisanaux, de maîtres cartiers. C'est le métier des gens qui font les cartes, à l'ancienne. Et lui, il se dit, moi, j'ai des imprimantes, je vais les imprimer, mais de manière industrielle. Il joue au Monopoly, il achète tous les ateliers de Marseille. Il n'y a plus un seul artisan, il se crée un monopole, il imprime ses cartes. Grande nouveauté, c'est que ces cartes, avant lui, se vendaient dans des enveloppes. Ça ressemble un peu à des mottes de beurre, je te montrerai tout à l'heure. Et lui, il dit, on est dans l'ère nouvelle, j'imprime ça dans des boîtes. Et sur la boîte, il écrit
début du XXe, ancien tarot de Marseille. Il a repris un jeu du XVIIIe siècle, de 1760, qui est très connu aujourd'hui, le tarot de Nicolas Convert, qui était un Marseillais, graveur de cartes, imprimeur de cartes. Et il le fait, mais avec des couleurs d'imprimante à l'époque. Donc il manque des couleurs, il n'y a que du rouge, du bleu, du jaune, du noir et le blanc du papier. Et ce jeu, vous le trouvez encore partout, à la FNAC, enfin dans différentes enseignes, vendu tel quel. La boîte a un petit peu changé, mais c'est toujours marqué ancien tarot de Marseille. Moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent « je veux le tarot originel, c'est celui-là ». Quand je leur explique, c'est pas du tout l'original. Il est ni ancien, il est bien de Marseille par contre. Hein, les usines étaient à Marseille. Je crois qu'il y a encore peut-être des vestiges de ces usines. Mais le jeu préexistait donc à son impression, largement. Ouais. Et ça vient d'où alors au départ ? Au départ ? Au tout départ, oui. Il va falloir qu'on fasse « Ils font l'Italie » alors, plutôt qu'ils font Marseille. On a une piste sur l'Italie parce que vous montrez à des Marseillais le jeu de tarot de Marseille aujourd'hui. Faites-le, essayez, vous leur montrez ces jeux de cartes. Il y en a peut-être là une grande partie qui ont peut-être des origines italiennes qui vont dire « mais je connais ça, c'est le jeu de Scopa ». Scopa ? La Scopa. Ok. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi ? Et en fait, ce jeu de la Scopa, quand ils voient les cartes du tarot, ils voient les mêmes cartes. Parce que c'est pas du piqueur carreau trèfle. D'accord. C'est coupe, épée, denier et bâton, les 4 familles du tarot de Marseille. C'est un indice flagrant pour dire, c'est la classification italienne. Ce sont des cartes italiennes, le tarot, qui... au 14-15e siècle, auquel, au 14-15e siècle, on a ajouté 22 cartes, qu'on appelle aujourd'hui les arcanes majeures, mais c'est les atouts, qui ont formé ce jeu de tarot. Et donc, on sait, grâce à ça, en remontant du 20e jusqu'au 15e siècle, donc ça vient d'Italie. Ok. Je t'ai amené un exemplaire, une réplique d'un tarot italien, qui pourrait être... je ne sais pas qui pourrait être, on sait que c'est l'origine du tarot, c'est une des plus connues et avérées trouvées du tarot de Marseille. C'est un tarot qui s'appelle le tarot Visconti Sforza. Le duc de Milan, en 1450, s'appelle Visconti. Il va marier sa fille à un futur de la famille Sforza, Francesco Sforza. Et comme cadeau de mariage pour sa fille, on est... Renaissance, on est promis à 9 ans, marié à 15 ans, c'est un peu l'ambiance de l'époque. Il a le temps de faire ça. Il passe commande auprès de peintres italiens, peut-être Botticelli, des gars comme ça sont dedans, on ne sait pas trop encore, pour faire 78 cartes, mais au format de peinture, qui font à peu près cette taille-là. Et là, tu as une restitution de ce jeu tel qu'il devait être. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais le fond est un peu marron. On voit bien, ouais. En fait, imagine que là, c'est des feuilles d'or qu'il y avait à l'époque. C'est de l'enluminure, c'est de la peinture enluminée. Et là, si on connaît un peu le tarot de Marseille, on a une carte... Il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas de numéro sur les cartes. Mais ces peintures ont servi à créer un jeu de tarot de 78 cartes. Il y a 3 exemplaires qui ont été créés. Ils sont tous conservés aujourd'hui. Qui reprend, sous forme de peinture, les icônes du tarot de Marseille. On a là la papesse, on a l'impératrice, l'empereur. L'empereur, on pense même que c'est lui qui s'est fait dessiner, le duc de Milan, Visconti, puisqu'on voit qu'il y a ces armoiries, 7 aigles noirs. Toutes ces cartes-là, c'est ces 22 cartes, si tu veux les voir, ces 22 peintures nous montrent que ça se passe en Italie du côté de Milan. Et que le jeu tel qu'on le connaît nous aujourd'hui, tel qu'il a été gravé différemment, là c'est de la peinture, c'est un autre boulot, clairement. Ce que faisaient les maîtres quartiers, c'était de la gravure sur bois. Ils imprimaient leur jeu avec cette technique-là. Les origines du tarot de Marseille viennent de ce côté-là. On sait même que peut-être que l'idée de le transformer en jeu de cartes pour jouer viendrait du côté de Florence. L'Italie, à l'époque, c'est des régions. Il y a Milan, il y a Florence, il y a Bologne, etc. Chaque prince, chaque duc a un petit peu son jeu au bout d'un moment. Ça devient même un petit peu un jeu de guéguerre entre eux. Il y en a qui en créent un, moi je vais en créer un autre pour me moquer du tien, etc. Mais toujours avec ces mêmes images. Et c'est comme ça qu'il est venu sur les tables à jouer. Tu sais jouer au tarot ? Pas du tout. Justement, j'allais dire, c'est d'abord un jeu, après c'est devenu un support de voyance. C'est exactement ça. C'est ça, support de voyance, c'est ça taromancie. Mancie, c'est ce côté support. Il y a la cartomancie. On lisait l'avenir dans les cartes bien avant le tarot, mais pendant longtemps, le tarot a été utilisé que comme jeu. Les règles du tarot qu'on connaît aujourd'hui, c'est quasiment les mêmes règles que ce tarot. C'est juste que le tarot qu'on connaît, c'est piqueur, carreau, trèfle. Ça, c'est la classification française.
C'est plus coupe, épée, denier, bâton. Les 22 atouts sont toujours présents. Ils n'ont plus de nom, ils ont juste les numéros. L'excuse, par exemple, dans le jeu de tarot, c'est la carte du mat ou du fou dans le tarot de Marseille. Le petit, le 1, c'est le battleur. Le 21, c'est le monde. Donc c'est resté un jeu très populaire. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, c'est comme si, j'aime bien donner cet exemple, c'est comme si tu passais de Pac-Man à la PlayStation. Il y a un renouveau. On te dit, tiens, dans le monde des jeux de cartes, on a l'habitude d'avoir un jeu avec tout le temps le même paquet, en fait. Et là, il y a un nouveau, comme un add-on. On rajoute 22 cartes. Elles n'ont pas la même taille, elles sont plus longues. Et 22 cartes avec des dessins, des noms, des numéros qui sont plus fortes que les autres. C'est-à-dire, si on l'a dans la main, on est sûr de ramasser le pli. Et ça, c'est un engouement de fou. Et les maîtres quartiers, qui étaient des businessmen, qui faisaient des cartes, eux, ils voient qu'il y a une demande. Il y a des gens qui disent on le veut, ce jeu-là. On le veut. Ça a l'air trop bien. Ben, on l'imprime. Mm-hmm. Et donc, il y a un business qui s'est fait. Alors, je sais, il y a ce côté où on dit... Ça, excuse-moi, c'est quand, Emmanuel On est sur Marseille. L'Église a, pendant près d'un siècle, a interdit un petit peu partout la production de ces jeux. À Marseille, l'autorisation est levée en 1630, XVIIe siècle. À ce moment-là, aucune vocation de voyance, rien du tout. On reste sur du jeu pur. Hein. Ouais. On est sur le début de... On veut passer de ces peintures et les amener sur des petits bouts de cartes qu'on met dans la poche. Les voyageurs vont distribuer ça et on joue avec. L'Église était toujours un peu contre. Il y a plein d'images qui leur posent problème. Donc, ils ont mis des interdictions. 1630 à Marseille, on a le droit. Il faut payer une taxe, par contre. C'est pas que Marseille, hein, c'est partout où le tarot a été accepté. L'Église a dit « Ok, mais il faut qu'on ait une rétribution. » Et 1630 s'est levé. Le plus ancien tarot du monde qui a été retrouvé il y a 4 ans, qui est réédité depuis l'année dernière, est de 1639 à Marseille. Et il est marseillais. D'accord. Donc il y a une vraie, vraie histoire. Ouais. Il n'y a pas que ce côté de Grimaud qui a fait du business. Avant ça, il y a 2 siècles et demi de savoir-faire à Marseille. Même si ce jeu de tarot est imprimé en Italie, en Suisse, en France, Marseille est un endroit où le savoir-faire est fort. La plupart des maîtres quartiers marseillais ne sont pas tous originaires de Marseille. Il y en a beaucoup qui viennent s'installer parce que c'est ici qu'on sait faire. C'est de l'artisanat. C'est de la gravure sur bois. Terreau favorable, puisque carrément, historiquement, Marseille donc, est une ville où naturellement le tarot plaît et, puis, et on sait le développer, on sait l'imprimer. Après ce coup marketing, je ne sais pas si je peux utiliser l'expression, mais coup marketing de Grimaud, fin du 19e siècle. Et alors depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a ouvert pas mal de portes sur des jeux industriels, on va les appeler comme ça, puisqu'ils sont plastifiés, etc. Il y en a 3-4 qui ont un peu émergé comme ça dans les recherches. C'est les historiens spécialisés et passionnés du tarot. Donc un qui est connu dans le monde du tarot, qui est marseillais, qui est Yves Reynaud, qui depuis les années 80, lui, c'est un petit rat de musée qui va chercher les jeux qui sont... Il y en a énormément dans les archives des musées à Marseille. Hein. Régulièrement, je vais en consulter. De voir des jeux du XVIIe, XVIIIe siècle. Son travail, c'est de les restituer. C'est vraiment un partage du patrimoine qu'il fait. Moi, j'aime beaucoup travailler avec lui. C'est lui aussi qui m'a appris beaucoup de choses sur le tarot. Toute sa collection, je la montre aux gens vraiment comme étant le plus bel exemple de dire voilà comment était un jeu à l'époque. Je t'en ai amené un, si tu veux voir. Avec plaisir. Voilà la fameuse motte de beurre. Cette enveloppe, c'est celle d'un maître quartier qui s'appelait François Chausson. L'enveloppe, dites-vous, c'est un timbre fiscal. C'est ça qui permettait de payer cette fameuse taxe. Le maître quartier devait, par ses propres moyens, se fournir le papier, graver une plaque de bois pour représenter ça avec ses armoiries et les infos nécessaires chez François Chausson, quartier et graveur demeurant rue Saint-Féréol, près l'Opéra à Marseille. Et donc, grâce à ça, donc il imprime ça à ses frais, il va déposer juste les enveloppes, un poste de police, les autorités, les percepteurs de l'époque, et quand il produit un jeu, il va repayer son enveloppe pour payer la taxe. Et là, il peut le vendre. Donc, c'est un timbre fiscal. S'il n'y a pas ça, c'est une fraude fiscale, en fait. Voilà dans quoi ils étaient vendus. Et ça, c'est le jeu de François Chausson restitué avec les couleurs de l'époque. C'est le jeu qui a été scanné, retravaillé, les couleurs rafraîchies. On se pose la question, comment étaient les couleurs il y a 2 siècles ? On sait que le vert, par exemple, avec le temps, il s'oxyde, il devient noir. Donc, quand on voit du noir sur une carte, on a
toujours un doute, est-ce que c'est du noir ou du vert? Eh ben, on sait que c'est du vert. Et tu vois, le petit dont je parlais tout à l'heure, c'est lui, c'est le battleur, la papesse. Toutes ces images qu'on a vues, voilà, pour comparer, ça c'est le battleur tel qu'il est vu dans le jeu de cartes, ça c'est comment il était vu par les peintres italiens. C'est comment décliner ça en ça. Bah ouais, là c'est de la peinture. Là techniquement, en gravure, on fait ça. Et ça... Le tarot, il est intimement lié à de l'artisanat, à un vrai savoir-faire. Ouais. Donc au-delà, ça va bien au-delà du jeu. Ça va peut-être enlever un côté un peu magique où plein de gens se disent oui, ceux qui faisaient les tarots, ils donnaient de l'énergie, des intentions, des connaissances. C'est pas le job des maîtres quartiers. Eux, ils ont fait que répéter. Celui qui, au début, a voulu faire ça, c'était ça. Celui qui s'est dit, tiens, pour transmettre ces infos, parce que ce cadeau, c'était pour se connaître soi-même, ces images servaient aux enfants à apprendre en jouant, à travers le jeu du tarot, à jouer en apprenant les choses de la vie, à comprendre soi-même par l'image et non pas par le texte. Même si on est enfant du duc de Milan, c'est pas sûr qu'on sait lire. Elle le savait, Marie-Blanche Visconti. Mais c'est comme si on faisait tu sais, les fiches de révision pour un examen. Et bien là, c'est pas des titres, c'est juste une image qui va symboliser quelque chose dans la vie du Moyen-Âge. Et c'est ça qui est fou, c'est que grâce à ça, c'est resté tel quel. Tu peux prendre différents jeux de tarot faits par des maîtres quartiers en jeu, entre 1630 et 1840, fin du 19e, c'est toujours les mêmes images. Il n'y a que la couleur et la taille des cartes qui va changer. Et donc ce jeu arrive comme ça dans les différents ateliers maîtres quartiers. Donc on a nos 22 cartes, et comme je te disais, on a nos fameuses familles italiennes, ça c'est l'as de bâton, 2 de bâton, 3, etc. Les coupes, les épées et les deniers. Ça existait avant le tarot, c'est ce qui a fait le tarot, ces 22 cartes. C'est celles-là qui sont intéressantes. Et c'est celle-là où on fera la lecture tout à l'heure. Avec celle-ci qu'on fera la Alors, lecture. c'est arrivé quand, du coup? La vocation en tant que support de voyance, c'est arrivé quand? Ouais, bonne question. Siècle des Lumières, en France, dans les salons, il y a un monsieur qui s'appelle Cour de Guiblin, qui n'est pas très éloquent. En tout cas, il n'a pas de succès. Dans ces salons, on débat de plein de choses de la vie. Et lui, à chaque fois, il floppe, quoi. C'est un égyptomane. Et un jour, dans un salon, tout ce que je dis, c'est lui-même qui l'a écrit dans un livre plus tard. Hein. Je n'annonce rien, c'est vraiment ses termes à lui. Il a vu dans un salon, un jour, un débat sur un jeu de tarot de Marseille, on va l'appeler, hein, mince, même s'il ne portait pas ce nom à l'époque, d'un tarot de Marseille qui était présenté pour débattre. Et il voit ces images. Et tout d'un coup, lui vient une idée, une histoire à raconter. Et il a une verve qui commence à se développer, et blablabla. Et on y voit, dans ce tarot, des symboles égyptiens, magiques, ésotériques, alchimiques. Dans telle carte, on y voit des pyramides cachées, regardez bien. Et il commence à raconter une histoire, et pour la première fois, on l'écoute. Je pense que je serais comme lui. Si tout d'un coup, je raconte un truc et qu'on m'écoute, c'est un peu la galéjade marseillaise, la sardine, tout ça. On m'écoute. Il faut se mettre à sa place. Et on est dans une époque où, tiens, on débat, il faut se faire un nom si on le veut, et ça marche. Et tout d'un coup, dans les salons, ça commence à se répandre. Oh, le tarot, c'est intéressant, on peut y voir l'avenir, on peut y voir des choses, c'est un peu magique. Ça, c'est le côté du siècle des Lumières, mais en parallèle, par exemple, il y a une voyante connue sur Paris qui s'appelle Marianne Lenormand, Mademoiselle Lenormand, qui, elle, est une voyante. Elle utilise le marc de café, les cartes classiques. C'est une rebelle. Elle va souvent en prison pour trafic de tabac. Elle y croise Joséphine, la future de Napoléon. Elle lui prédit un avenir grandiose, à tel point que Joséphine la recontacte plus tard pour lui dire quel est l'avenir de mon mari, et elle aurait prédit des exils, etc. Mais cette Mademoiselle Lenormand, on a retrouvé dans ses affaires un tarot. Et là, on peut dire un tarot marseillais, puisque le tarot qu'elle avait entre les mains à Paris, c'était un tarot de Tourcati, qui était un maître quartier marseillais, sur lequel il y a des annotations pour de la divination. Tiens, cette carte, je m'en sers pour annoncer l'amour, la réussite, etc. Et ce jeu-là, on comprend que ça y est, 1700, un peu avant la Révolution française, il commence à être utilisé pour de la divination. On n'a pas le réflexe avant. Alors que la cartomancie, le fait de lire l'avenir dans les cartes, existe depuis bien avant le tarot. Là, on parle de taromancie. Ça y est, c'est parti. Et c'est ce qui reste le plus. Quand je parle aux Marseillais, vous connaissez le tarot de Marseille,
Ceux qui le connaissent, oui, ma grand-mère lisait l'avenir, moi je lis l'avenir, je lis les cartes. C'est ça qui reste. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je parle de ce côté patrimoine, comment il a été fait. C'est des artisans. Les ateliers de maître quartier, c'était des vraies entreprises, ils vendaient sur la rue, ils produisaient sur place, ils imprimaient à tour de bras. Donc ce qu'il faut retenir concrètement du tarot de Marseille, il doit se lire à trois égards, à trois prismes. D'abord un artisanat, savoir imprimer, savoir produire des cartes. Un jeu, pour s'amuser avec un point de vue purement ludique. Et puis la taromancie avec tout ce qui va avec. C'est ça. Et là-dedans, donc tu disais, c'est pas exactement la même chose que de dire le tarot aide à se connaître. Il y a un côté développement intérieur, développement personnel. Et voir l'avenir, tu fais la segmentation entre les deux ? Je pense. La taromancie, c'est vraiment ce côté intuitif, divination, médium, voyance, ceux qui travaillent avec l'intuition. Il y en a qui en ont, il y en a qui n'en ont pas. D'accord. Quand je fais des lectures, c'est pas, tu vas voir, je vais pas te dire ton avenir. Tu vas le voir par toi-même. Ou plutôt, tu vas voir le chemin pour accéder à ce qui est important pour toi. Parce que c'est rien d'autre de ce qu'on appelle les symboles archétypaux. Archétypal, ça veut dire qu'il va parler à tout le monde. C'est en gros moi et les cartes. Peu importe qui les a éditées, peu importe cette image, elle va parler quelle que soit ma culture, ma tradition, mes croyances, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est la question que je vais poser. Et comme Cours de Guiblin qui raconte une histoire liée à l'Égypte, parce qu'il est fan de l'Égypte, quelle est l'histoire la plus fabuleuse que tu vas avoir quand tu vas te poser une question ? C'est la tienne, c'est ton histoire à toi. Donc le tarot va t'amener des réponses, peut-être certainement inconscientes, de dire « mais je sais faire ça en fait ». Et si je faisais comme ça ? Ah tiens, là j'ai un point faible, là j'ai un point fort. Donc toi, tu te revendiques pas du tout en fait de la voyance, du coup, mais vraiment du tarot dans ce qu'il a dans son essence même au départ. Il faut quand même avoir des compétences. C'est des compétences distinctes, mais il faut quand même avoir des compétences, une certaine énergie. De connaissances, tu penses ? Alors non seulement de connaissances, parce que déjà moi, tu vois, j'y connais rien du tout au tarot. Je découvre avec toi en même temps que tu parles, mais en plus il faut ressentir une énergie, il faut avoir quelque chose et avoir un feeling. Moi, je serais en incapacité totale de te montrer le chemin à travers des cartes, tu vois. Alors, parce que il faut pas chercher à montrer le chemin, il faut chercher. Imagine cette petite Maria Bianca, on lui demande de se poser des questions. Basta. Mon job à moi, c'est d'amener à te poser les questions. Je dis souvent, quand je forme les gens, soyez comme un petit enfant, vous savez, ces petits enfants. Et pourquoi tu fais comme ça ? Ouais, c'est comme ça. Je pose que des questions. Quand quelqu'un me dit, voilà, j'ai essayé de faire ça, et pourquoi t'as pas essayé autrement ? Et comment t'as fait ? Comment tu t'es senti ? Juste, je pose des questions. Je ne veux pas dire, il faut faire comme ça, parce que c'est mon comme histoire... chez le psy, en fait. Hein. En fait, tu sais, Jodorowsky appelle ça aussi le tarot humaniste, mais tarot psy, c'est ce nom-là. C'est vraiment, on utilise ces images parce qu'elles ont un impact. Mais si tu les regardes comme ça, je ne veux pas devancer parce qu'on ne sait jamais si tu la tiens, cette carte, mais il y a souvent des réactions. Oh, pourquoi j'ai ça ? Mon Dieu, attendez, on va se détendre, n'ayez pas peur. Regardez la carte. Qu'est-ce qu'il est Est-ce que c'est vraiment ce que vous pensez ? Et je te garantis qu'à chaque fois, le besoin, c'est de connaître un peu les connaissances de ces icônes au Moyen-Âge. Il y a une recherche historique de se dire, tiens, qu'est-ce que c'est qu'une papesse, tiens ? Une papesse ? Ouais. Okay. C'est à moi que tu poses la question ? Ouais. Je suppose que c'est un pape, mais en femme. Voilà, c'est possible ? Non. Pourquoi elle est là ? Elle existe dans le jeu. Il y a toute une symbolique. On ne sait jamais si tu l'as tout à l'heure, on pourra en parler. Pourquoi il y a une carte qui s'appelle la papesse ? Et qui est resté pendant tous ces siècles-là, alors que le mot n'est même pas censé exister. Mm-hmm. Il y a bien quelque chose. Est-ce que c'est une légende ? Est-ce que c'est de l'histoire ? Il y a deux vagues là-dessus. N'empêche qu'elle est là, quoi. Et qu'elle a ce nom est dans le dictionnaire maintenant. Et ça, en fait, c'est qu'il y a une symbolique derrière à cette époque-là. C'est comme si aujourd'hui, on prenait 22 images des choses les plus importantes de notre société. Il y aurait peut-être l'IA, il y aurait peut-être quelque chose qui va représenter... j'en sais rien, moi, l'entreprise... le sport, le business... le business, les réseaux sociaux. Il y aurait peut-être une carte qui présenterait ça. Et mettons-nous à leur place, à leur époque. Qu'est-ce qu'ils font pour garder une substantifique moelle ? Attention, ça ne veut pas dire que ça décrit toute la société. Mais en fait, les connaissances, c'est juste du sens commun. S'il y a une papesse, c'est qu'il y a une bonne raison. Ça veut dire quelque chose.
J'espère que tu l'auras, on verra dans la lecture. Et que Je ça sais te parle. pas, Tu vois tu m'expliqueras. Mais ouais. Elle a une symbolique. Elles ont toutes une symbolique. Avant que tu puisses me tirer les cartes, je voudrais juste que tu puisses nous dire, même si on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, est-ce que tu peux nous rappeler, donc toi, tu as pris, c'est ce que tu disais, tu as pris des cours plusieurs fois par semaine. Donc si je reviens du début, initialement, ta maman déjà qui te fait grandir dans un terreau qui est favorable à ce que au moins tu t'y intéresses. Après, tu prends des cours, et donc petit à petit, et après, il y a un moment où on se dit, bon, ben en fait, moi, je vais pouvoir tirer le les lendemain, cartes. en fait. D'accord. Vraiment, parce qu'au fur et à mesure de cette formation, qui est rien d'autre que des cours d'histoire, de dire, voilà, cette carte, quand elle a été créée, peinte, utilisée au Moyen-Âge, elle voulait dire ça. Et on apprend à faire le lien. Tiens, comment on peut faire le lien avec des choses d'aujourd'hui ? C'est que ça. Mais la majeure partie du contenu, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que cette carte, quoi. Toi-même, tu t'es fait tirer les cartes, du coup, aussi ? En fait, c'est ça qui m'a fait dire... moi, comme je te disais, je faisais un peu de divination avec les oracles. Un jour, ce monsieur, Jérôme Calogero-Giannis, vient dans ma boutique. Il me dit, voilà, moi, je fais du tarot. Je dis, écoutez, moi, le tarot, j'entends tous les jours des voyants. Je ne veux pas mettre des voyants ici. Les gens le font, il n'y a aucun souci. Mais j'ai rien contre. Je ne voulais pas juste le pousser. Et il me dit, bah écoutez, essayez au moins, quoi. On fait une lecture sur un sujet, peut-être comment on va faire, quoi. Et il me fait tirer 3 cartes. Et moi, je suis blablabla, 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 blablabla. J'avais une question et tout. Et je dis, ouais, il faut que je fasse ça, ça, ça. Et je dis, mais vous êtes un escroc, vous n'avez rien dit. Il me fait, bah voilà, il n'y a pas besoin. Vous étiez plongé dans votre question, je vous ai juste demandé où est-ce que vous êtes dans les cartes, qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et après, il m'a laissé faire. Et là, je me suis dit, c'est la première fois qu'on me fait ça. Et c'est là que je me suis dit, ah, c'est l'école Jodorowsky, c'est ça. Et quand on voit Jodorowsky, il comprend, il est allé chercher comment étaient utilisées ces cartes. Et avant ça, pourquoi ces images étaient importantes dans l'iconographie, dans les textes, dans les livres du Moyen-Âge. Bon, Emmanuel, je te cache pas que je m'attendais pas à une séance de psy illustrée, mais j'ai l'impression qu'on s'y dirige dangereusement. Mais ok. Écoute, si tu veux bien, on y va de suite ? On y va ? Allez, Let's go. On y va, c'est Alors, parti. comme tu l'as compris, il faut qu'il y ait un contexte pour cette lecture. Mettre une carte comme ça, sans background, j'ai envie de dire, on peut en sortir des choses. Déjà, quand tu reçois quelqu'un, c'est quelqu'un qui arrive avec un contexte, une problématique. Et Ouais. C'est ça, il a une problématique, un sujet, je sais pas, en amour, en business, en je sais pas quoi. C'est ça. Et il vient précisément pour se trouver des réponses. Voilà. Ok. Par contre, on passe beaucoup de temps avant de tirer les cartes pour bien définir la question. On passe une bonne heure des fois, hein. Ça dure 1h30, voire 2 heures. Et là, Bien. c'est juste une discussion. Hein. Ouais, on va prendre 3 heures là, ça va aller, c'est bon. Ok. C'est juste une discussion Ouais, où je trouver fais le réponse, petit oui. gamin. Ok. Et pourquoi vous avez fait, pourquoi c'est important pour vous, Ok. etc. Là, je vais te le faire en accéléré. En gros, tu as une question en tête qui doit dépendre de toi. Il faut D'accord. que ce soit vraiment quelque chose en développement personnel. Et c'est pour ça que les questions souvent démarrent plus par qu'est-ce que je dois faire ou comment je dois faire pour. Et c'est le pour qui t'est privé là à toi. D'accord ? Tu l'as ? Et si tu ne trouves pas, si tu veux Allez. en parler, on peut. Non, Ouais. non, allez, on y va. Qu'est-ce Mais que moi, Benoît, je peux faire pour ? Qu'est-ce que je dois ? ça met pas à mal l'expérience, j'allais dire, je sais pas si c'est le bon terme, que le fait que je ne la partage pas. Ah non, c'est juste comme on est sur un média, c'est peut-être privé. Moi, Parce que je c'est respecte. ça, je sais pas trop comment envisager la chose. Par exemple, est-ce que ça fait sens que de dire on est dans le lancement de ce Ah, média, ouais. ils font Marseille, on s'éclate, on a une super équipe. Excellente J'ai question. envie, moi, qui suis à l'initiative du projet, de savoir qu'est-ce que je dois faire pour que ce projet aille loin. C'est top. Ça te Ah, va ? on Allez. mise sur Ils font Marseille. En pensant à cette question, les cartes sont à toi maintenant. Tu en fais ce que tu veux, tu les mélanges, tu les coupes, tu fais comme tu veux. Ok. Je te demande juste, c'est à un moment, tu les étales sans les retourner. Et tu penses toujours à ta question. Comme Ok. si tu restais focus. Hein, comme tu Ok. es en train de mettre ton inconscient en mode, allez, là, je vais parler. T'inquiète pas, tu parleras si tu veux. Ça va parler dans ta tête. OK ? Quand tu le sens, tu fais comme tu veux, tu les étales. Bon, je peux mélanger, hein, tu m'as dit. Ouais. Quand même. Je vais mélanger un petit coup. Vas-y. Histoire de... Allez, je les étale sur la table Ouais, et je ne les regarde pas. voilà. Tu vas en sortir de la ligne 3. Tiens, on va partir sur 3 cartes. Toujours, tu penses à ta question, tu restes focus. En le faisant, t'en pousses 3 sans les retourner. Ok. Donc, on a ces 3-là. Celle-là. Celle-là. Et celle-là. Ok. Hop. Tu penses toujours à ta question. Et quand tu le sens, je regarde juste qu'elle soit dans le bon sens. Hop. Quand tu le sens, tu les retournes. Et ce que je te demanderais, c'est dès que tu la retournes, s'il y a quoi que ce soit qui te vient à l'esprit, et même s'il n'y a rien, c'est pas grave, mais s'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit,
Tu me le dis tout de suite. Sachant que moi, Emmanuel, je t'ai dit, je joue pas au tarot, donc je sais même pas ce que ça représente. T'inquiète pas. Donc je la C'est retourne. encore mieux. Et si ça m'évoque quelque chose, je te le dis tout de suite. Ouais. Ok. Soit tu en tournes une seule, soit les 3 d'un coup. Tu fais comme tu veux. Oula. Voilà. Ça m'évoque où là on dirait un squelette. Ouais. Et on dirait une tombe même. Ouais, on dirait une tombe, un squelette. Ok. Donc ça m'évoque pas quelque chose de particulièrement favorable. Pourquoi? Parce qu'un squelette, ça m'évoque la mort, immédiatement. Ouais. J'ai peur pour le média, hein. J'ai très peur pour le média. Pourquoi ça? Non, ça m'évoque la mort, Ouais. spontanément. Je vois des membres découpés, Mhm. donc ça m'évoque quelque chose de même presque sordide. Ok. On voit juste, je dis que c'est un squelette, mais en réalité, on voit juste la colonne vertébrale. Merci. C'est pas nécessairement un T'as vu? squelette, finalement. Ouais. Et là, on change déjà un truc. On a regardé un peu plus longtemps la carte. Ouais, Ouais, ça fait penser à un squelette. ouais. Il y a une colonne vertébrale. Et après, on voit 2 têtes en bas. Ouais. On se demande bien qui c'est. On voit 2 mains qui... Ouais. Voilà. Ouais. Bref, si je récapitule, initialement, un sentiment de « wow, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là ?» Et après, en fait, je me demande ce que c'est. Comment elle s'appelle cette carte? Aucune idée. C'est la seule qui n'a pas de nom. On l'appelle Ah ouais l'arcane sans nom. L'arcane 13. Ouais, bien sûr, on va pas se voiler la face dans l'iconographie. C'est souvent pour illustrer la mort. Mais là, on le marque pas. C'est la seule carte qui n'a pas de numéro. La mort, elle est quand même, comme tu l'as dit, c'est pas un squelette. Quelle couleur est sa... Ben oui, c'est le rose Voilà. précisément qui m'a fait penser à la peau, et Voilà. qui m'a fait dire que c'était pas un squelette. On a une couleur chair. Donc ça peut être soit un squelette, soit ça peut être quelqu'un qui a que la peau sur les os. Mhm. Oui, ça peut symboliser la mort. Mais la mort, ça ne veut pas dire que tu vas mourir ou que le média va mourir. C'est la fin de quelque chose, une mort. D'accord. D'accord. Donc peut-être un changement de stratégie, une stratégie qu'on Peut-être. laisse tomber et... En même temps, ça fait combien de temps que vous existez? 1 mois. C'est tout récent. Ah oui. Est-ce que ça, cette carte, ce serait pas pour dire, tiens, ce qu'il y avait avant Ils font Marseille, puisqu'on est encore récent. Mhm. Est-ce qu'il n'y a pas eu sachant qu'on parle de toi, là, vis-à-vis de ce Ouais, média, ouais. hein, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une remise en question de se dire, tiens, j'arrête complètement un truc, je lance ce nouveau truc, ce nouveau média. On peut y voir même une sorte de paysan, tu vois, il a une faux. Ouais, on peut dire la faucheuse, elle a la faux. Oui, mais en général, la faucheuse, elle a la faux en l'air, comme ça. Jamais comme si elle était en train de moissonner. Et un paysan, quand est-ce qu'il utilise ça? Il utilise ça au mois d'août-septembre, au moment des moissons. Il récolte quelque chose. Il récolte quoi, un paysan, au moins, à cette époque-là? Il récolte du blé, des choses. C'est le fruit de son travail de toute une saison. À cette époque-là, les gars qui font ça, bah, ils sont comme ça, ils sont maigres. Ils ont la dalle. Parce qu'en plus, ce qu'ils vont produire, il y en a une grande partie qui va partir aux seigneurs. Eux, ils vont en avoir. Mais là, dans leur réserve, il n'y a plus de farine, quoi, en fait. Donc, c'est normal. Par contre, ils sont obligés de le faire, le taf. Il n'y a personne d'autre qui va le faire. C'est compliqué, c'est fatigant. Ils sont plusieurs. Là, on en voit un. En général, ils font ça en ligne. Hein. Ils chantent, ils se donnent du rythme. Il faut faire super gaffe à ton voisin, parce que tu dois l'aider aussi. Si tu n'es pas en rythme, ben, quand tu vas avoir ta faux sur la gauche, tu risques de couper la main droite de celui qui est à ta gauche. Mhm. Donc c'est peut-être ça, les mains, les pieds. Même lui, il a un pied qui est coupé, on ne voit pas bien sur cette carte-là. Donc c'est aussi pour montrer qu'il y a de l'entraide, tout le monde est en galère, on récolte les fruits d'un travail. Septembre. Vous avez démarré quand, donc, si ça fait 1 mois? Octobre, c'est ça? Ben, en fait, non. La première vidéo est sortie en octobre, on a lancé en septembre. Tiens donc. Alors, si tu vois, là, on pourrait faire un raccourci. Oui, c'est la moisson, on est d'accord. Moi, je te dis, voilà, il y a eu un truc où il y a la fin. Moi, j'ai envie de te dire, toi, Benoît, tu es en train de récolter les fruits de ton travail. Là, tu es peut-être en train, comme lui à l'époque, de commencer à moudre le grain, quoi, en faire de la farine maintenant. Tu vois, il y a quelque chose qui se monte. Moi, je serais intéressé de voir les 2 autres cartes, quoi. On y va, moi aussi. Pareil, tu me dis s'il y a un truc qui te vient. Là, je suis plutôt plus rassuré. Ouais. Parce que, ma foi, déjà, la figure m'est un peu plus connue. On dirait un valet. Comme je te dis, moi, je connaissais pas les cartes du tarot, donc je me rattache aux cartes que je connais. Et en l'occurrence, là, on dirait un peu un valet. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est un valet? Il ressemble comme 2 gouttes d'eau, à part qu'il est blond, au valet de trèfle. Ouais. De mémoire. Qu'est-ce qu'il a de différent avec le valet de trèfle? Il a une couronne. Il a une couronne. Ouais. Donc c'est le roi, c'est pas le valet? Ça peut être le roi, ça peut être un prince. C'est quelqu'un qui a une couronne, en tout cas. C'est pas le valet. Il est un cran au-dessus. En général, les valets, ils sont pas dans des chariots.
puisque la carte s'appelle le chariot. Oui, il envoie un char, effectivement. Ouais. Donc, ce char, ça symbolise plutôt puissance, peut-être guerre, ma foi. Ouais, Ouais, peut-être guerre. il est armé là. Non, je crois pas. Il a quoi dans sa main? Non, il a son... Comment ça s'appelle? Un sceptre de ouais. pouvoir, ouais. Il a un sceptre de pouvoir. Vraisemblablement, c'est quelqu'un qui a de l'autorité. Qu'est-ce qui fait dire ça? La couronne et le sceptre, son accoutrement aussi. Mhm. C'est quelqu'un qui semble avoir de l'argent aussi, Mhm. puisqu'il est plutôt bien habillé. Mhm. Il a l'air, le char a l'air assez faste, Il est habillé comment? en armure. En armure. Mhm. Tout le monde n'a pas une armure au Moyen-Âge. Ceux qui font la guerre. Ouais, les puissants, les rois, les empereurs, etc. Il n'a pas d'arme, mais il est paré. Ah. Ouais, il a un pouvoir. Il a un pouvoir. Regarde son visage. Qu'est-ce qui t'évoque, son visage? Alors, c'est vrai que ça, c'est peut-être le seul bémol sur lequel je t'ai dit que spontanément, j'avais une idée plutôt positive de la carte. C'est peut-être le seul bémol qui m'évoque quelque chose de pas forcément très positif, c'est son visage. Il a l'air assez cerné. Ouais. Ouais, il a l'air fatigué de cette. Il a l'air fatigué. Mm. Pourquoi il serait fatigué, d'après toi? Certainement parce que s'il est dans le faste et dans l'opulence, c'est qu'il a beaucoup travaillé. Mm. Et que s'il a beaucoup travaillé, il est fatigué. Ouais. Sauf que là, il n'est pas en train de bosser comme lui, là. Non. C'est comme si... Là, je fais une petite interprétation. C'est comme si tu es en train de me dire, le boulot est fini, et il se met dans un chariot. Pourquoi on se met dans un chariot? Pour avancer en travaillant moins, Ouais, à titre personnel. tu vois. C'est en gros, on cherche un moyen d'avancer, le chariot, c'est jamais pour aller en arrière. Et on a 2 chevaux. On a 2 chevaux. Qu'est-ce qu'ils ont, ces chevaux, de particulier? Déjà, on voit pas leur arrière, Ouais. leur arrière-train. On voit que l'avant et on voit qu'ils ont 2 pattes avant, mais on voit pas leurs 2 pattes arrière. Ouais. Et ils ont pas l'air non plus particulièrement en forme. Hein. Mm. Ils ont les yeux un peu noirs. Ils ont pas l'air particulièrement en forme et particulièrement réjouis. Ouais. Ils vont dans quelle direction? Et c'est vrai qu'ils vont dans des directions qui semblent Ils un peu vont dans opposées. des directions opposées. Ouais. Pourtant, ils regardent tous les deux Ils regardent tous les deux du dans même la côté. même Ouais. direction. Il y a un truc qui monte, voilà. Est-ce que avant d'aller plus loin, est-ce que tu te vois dans cette carte? Moi, je suis entrepreneur. Et donc, en tant qu'entrepreneur, alors je ne sais pas si je suis le roi le roi du chariot, mais en tout cas, effectivement, je suis amené à prendre des décisions. Et quand on prend des décisions, eh bien, effectivement, on a des gens, on a des collaborateurs avec lesquels on travaille. Et ces collaborateurs, parfois, ont des visions ou des envies qui sont contradictoires. Et je me vois assez dans cette carte, dans la mesure où ça fait partie de mon quotidien que d'aligner les directions. Ouais. Le seul truc, là, c'est qu'il n'a pas de rêne pour tenir les C'est chevaux. vrai. C'est vrai. J'irais te poser la question, est-ce que tu penses avoir les rênes Tu parles moi dans mon quotidien Ouais. aujourd'hui? si tu te vois là à sa place? Relativement, oui. Je pense Ouais. que oui. Là, pour le coup, moi, je pense avoir les rênes. Voilà. Comment il ferait, lui, pour prendre les rênes, ce personnage? Qu'est-ce qu'il doit faire? Eh ben, il doit soit descendre Ouais, et aller chercher des rênes, ouais. soit trouver, par exemple, il a son rideau au-dessus, soit défaire le rideau. et Ouais, peut-être par exemple. utiliser, Il y a ouais, peut-être, tu vois, du rafistolage. J'essaie d'utiliser ce qu'il y a là pour dire, c'est tiens. ça, du bricolage. Ouais. Essayer de bricoler un peu. Ouais. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils regardent tous les deux, là, les chevaux. Et lui aussi, d'ailleurs. Et lui, un petit peu, il est légèrement de côté sur sa droite, Ouais, comme s'il regardait dans cette direction-là. ouais. Là, j'irais un peu plus loin en te disant, tiens, s'il y avait des questionnements là-dessus, est-ce que ça serait pas bon, des fois, régulièrement, de rappeler à tes chevaux, à tes équipes, les gars, ouais, c'est dur en ce moment. Oui, on a besoin de se mettre dans un chariot. Faut pas qu'on oublie qu'on est en train de récolter les fruits du travail. C'est que le début, quoi. Tu vois? Je rigole, c'est assez fou, c'est le genre d'échange qu'on a eu tout récemment. Et on a même Sérieux? changé de dimension managériale en interne parce que justement, moi je disais j'amène la vision et après derrière, c'est bon, il n'y a plus qu'à dérouler l'opérationnel. Et finalement, les équipes sont alignées, on a la vision, Ça, on alors. sait que ça va être un peu difficile, mais on sait où on va et donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Tu vois la notion de vision? Tout le monde a la même vision. Il y a juste un cheval qui va pas dans le bon sens. C'est juste essayer de lui dire, tiens, je sais pas, peut-être, hein, il y a un truc à faire avec lui en tout cas. Hein. Ça veut pas dire qu'il faut pas comprendre pourquoi il veut aller là-bas. C'est vraiment, tiens, mais t'es d'accord que c'est cette vision-là? Allez, ton corps, maintenant, il doit aller avec ton esprit. Ce serait intéressant de voir quel est ce personnage. Et est-ce que la vision, lui qui montre peut-être la direction, c'est quoi cette direction? J'y vais? Allez! Pareil, ce qui devient. Alors, Regarde attends, bien. je me Ouais, permets de me vas-y. rapprocher parce que ça fait un peu tour de Babel de loin. Ah ouais, c'est exactement ce qu'on a essayé de reproduire par cette image-là depuis le Moyen-Âge. Ok,
Alors, ce qui me vient spontanément, c'est quelque chose d'assez... c'est très coloré, il y a des tas de couleurs qui sont utilisées, mais il y a des tas de points un peu partout, donc ça donne un sentiment de fouillis, peut-être un peu, avec le gars qui tombe là, Mhm. en bas de la carte. Ouais. Celui qui est à côté, et qui est celui-là, là, on ne sait pas trop ce qu'il a, lui, on se demande même s'il n'est pas en train de vomir, je ne sais pas. Ah, ouais. Je sais pas. Et au sommet de la carte, écoute, au sommet de la carte, j'ai du mal à comprendre exactement ce que c'est. Ce que je peux te dire, c'est que oui, ça me donne un sentiment une grande diversité qui se rejoint autour de cette tour. Ouais. Voilà. Qui se rejoint autour de cette tour. Il y a quelque chose de fouillis, diversité. T'as vu, t'as ces taches de toutes les couleurs. On peut y voir des confettis, on peut y voir différentes... C'est des éléments qui sont particuliers, qui ont des couleurs différentes. Et puis il y a un personnage, tu dis, qui tombe. Ouais, alors je visais à celui-là. Celui-là. Ouais. Il tombe. Est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il va se faire mal? Ah, là, je pense qu'il va bien se faire mal, parce qu'il tombe en plein sur sa gueule. Ouais. Il a un réflexe, c'est de mettre les mains, heureusement. Ouais. Il va amortir quelque chose. Ouais. Et l'autre, tu dis, il est peut-être en train de vomir. Il y a un trop-plein de quelque chose, quoi. Il évacue quelque chose. Ouais. Ok. Et là-haut, c'est pas clair. Là-haut, on dirait une couronne. Voilà. On retrouve une couronne. Et ça serait quoi? Je me demande si c'est pas le soleil en haut à droite. Tu l'as vu? Il est là. On voit un droite. petit quart de soleil. Et après, je sais pas si c'est de la fumée, c'est assez curieux. Ouais. Ça vient comme ça ou ça part comme ça? Non, ça part du soleil et ça descend vient vers du la tour. soleil. Ouais. Il y a quelque chose du soleil. Allez, on se met à la place de ces gens-là à l'époque. Le soleil, c'est pas Dieu, on est d'accord, mais c'est quelque chose d'important qui rythme les journées autant que la lune, quoi. Il y a une influence du jour, il y a une lumière. Ça peut être la lumière, ça peut être l'énergie de quelque chose de supérieur. Et qui fait quoi à la couronne? Mais on ne se rend pas bien compte si la couronne se ferme ou si elle est ouverte précisément par la fumée qui vient du soleil. Exprès. C'est pour qu'on se pose cette question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment toi, tu la vois. Elle vient se placer ou elle vient d'être Moi, dégagée? j'ai le sentiment que la fumée descend et veut rentrer à l'intérieur de la tour, alors que la couronne vient au contraire se fermer pour essayer d'empêcher la fumée de rentrer à l'intérieur. Ouais. Pourquoi l'empêcher de rentrer? Qu'est-ce qui se passe quand il y a une fumée qui rentre dans un bâtiment? Les gens sautent de la tour, et c'est ce qui se passe avec le gars. Ouais. Et donc, pour les protéger, pour éviter que la fumée ne rentre dans la tour, la couronne se ferme, et elle protège ainsi les gens qui évitent de sauter. Maintenant, c'est quoi cette tour? C'est quoi cette couronne pour toi? Moi, la tour, je la vois comme... c'est l'organisation, c'est la structure, c'est comment dire? L'édifice. Voilà, c'est le mot que je cherchais exactement. La tour, c'est l'édifice, et la couronne, donc c'est Je suis déformé par mon monde professionnel, c'est pas possible. Hein. Mais non. La couronne, c'est le top management qui est précisément en charge de protéger l'édifice et d'éviter que les gens qui vivent à l'intérieur et qui précisément vivent au sein de la tour n'en sautent. Ne soient en train de vomir ou en train de tomber. Exactement. Risqués pour leur santé ou leur vie. Mais donc, si on le lie à ce prisme-là, ça veut dire que la fumée est menaçante et que la couronne vient le protéger. Ouais, symboliquement, attention, une fumée qui vient d'en haut, de quelque chose de plus lumineux, ça peut peut-être vouloir te dire, attention, si dans le futur, il y a quelque chose qui te paraît trop lumineux, trop grand, ton rôle, ça va être peut-être d'ouvrir un peu, mais pas tout faire entrer, tu vois, de protéger. Et la tour, l'édifice, qu'est-ce que ça symbolise? Une construction? Une construction. C'est quelque chose qu'on a fait brique après brique. On peut même les compter, les briques. On ne va pas le faire, bien sûr. Mais ça montre qu'il y a une intervention. Tu es dans ton champ. Tu prends un chariot, et là, on arrive sur quelque chose qui est construit. J'en sais rien. Est-ce qu'il n'y a pas une recherche? Là, je fais de l'interprétation. De locaux propres pour vous, pour ce média, de comment ça s'appelle? Le siège, un truc comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui est construit et qui montre que, comme Babel, quoi, c'est une volonté. Qui veut dire, attention, Babel, ça veut dire, si tu vas trop haut, si tu veux aller atteindre Dieu, il va te taper dessus, quoi. Il y a peut-être un truc à un moment où il faudra peut-être déceler, tiens, attention, on peut rester là, ça veut pas dire qu'il faudra y rester tout le temps. Tu vois, on est sur un truc là du moment. Ou peut-être que toi, tu as des projets plus grands déjà en tête, qui sont de se dire, tiens, on va... pour des raisons peut-être de personnes qui travaillent avec toi, il faut que je les protège, ces 2 personnes, c'est peut-être pas que 2 personnes. Tiens, pour les garder dans le truc, il faut faire un domicile. C'est une tour, c'est pas une maison. C'est quelque chose qui est censé être
dans les châteaux, se protéger des invasions, des choses comme ça. J'ai envie de dire, mets un videur à la porte, quoi. J'ai envie de te dire, tu vois, filtre la fumée, filtre, et pense au mot fumée que tu as utilisé. La fumée, c'est quoi symboliquement ? Le feu ? Ouais, il y a le feu qui vient du soleil, et tu peux avoir ça, donc ça veut dire attention, il y a quelque chose de chaud qui est destructeur, et la fumée aussi, aujourd'hui, c'est en gros, tu m'en fumes, quoi. Attention à des choses qui vont peut-être essayer de t'en fumer, des trucs comme ça, et par toi, tout le bâtiment. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres choses maintenant en voyant ces 3 cartes ? Ben, en fait, oui, mais c'est quelque chose d'ultra personnel. Bien sûr. Au prisme de tout ce qu'on vient de dire. Là, incontestablement, il y a l'image du travail et le travail qui appelle potentiellement à la mort. Enfin, c'est comme ça que je le lis. Ici, le travail amène quand même des résultats. Et preuve en est, ça amène potentiellement peut-être même une situation avec des collaborateurs. Enfin, en tout cas, le char qui symbolise aussi qu'on va vers l'avant. Mais attention quand même, on est rappelé à l'ordre sur la dernière carte avec, ben oui, on peut construire de super choses, mais l'ambition, parfois, elle peut aussi, elle nécessite d'être maîtrisée pour pas amener à n'importe quoi. Ouais. Et là, l'ambition, elle est quand même déjà grande, cette tour. C'est ça qu'il faut voir, c'est que ça présage qu'il va y avoir du grand. Peut-être falloir, non pas penser à s'arrêter, c'est pas ça que ça veut dire, c'est dire, attention, il faut être vigilant pour qu'elle reste intacte, cette tour. Voilà comment ça se passe, grosso modo. Excellent. Tu vois, mais franchement, c'est bluffant. Hein ? C'est bluffant. Ah bah je suis ravi. Ouais. J'ai fait que 2 petites interprétations, je crois. 2 fois où je t'ai poussé un truc, tu vois, je sais plus quoi exactement, mais est-ce que ça serait pas ça ? J'évite de faire ça en général. Mais en général, les lectures, c'est 1 heure, 1h30, 2 heures. Donc on a le temps de délayer tout ça. Ouais. C'est une vraie rencontre avec soi-même, je trouve. Ben, complètement, mais je disais en rigolant et à moitié en rigolant, l'aspect psy, mais il y a clairement de ça. En fait, Oui, tu arrives à mais te je suis pas découvrir psy. à travers. Par contre, c'est de comprendre, tiens, qu'est-ce qui doit se passer dans la tête de la personne en lui posant des questions. Est-ce que tu as pensé à ça ? Est-ce que là, je t'ai pas trop questionné, juste. Et si vous étiez ce personnage qui tombe, pourquoi vous étiez où 2 secondes avant ? Est-ce que vous allez vous relever ? Est-ce que vous allez casser les bras ? Et vraiment, il n'y a pas de science exacte. Quand tu m'as dit, cette couronne, c'est mal foutu, on ne sait pas si elle est là pour se poser et enlever. Et même lui, c'est pareil. Est-ce que c'est la mort, la faucheuse, ou est-ce que c'est un paysan, ou c'est toujours, est-ce que c'est un prince, est-ce que c'est un imposteur ? On peut toujours avoir, une carte n'a pas une signification formelle. C'est la personne qui va la regarder et avec ce qu'elle a en tête qui va lui donner une histoire. Cour de Guesblen, c'est ce qu'il a fait en fait, sur 22 cartes. Et vous voyez, ça raconte ça. Je ne sais pas ce qu'il a pu raconter. Mais quoi. je questionne l'aspect rationnel de la démarche. Je me permets juste. Bien sûr. Est-ce que d'après toi, c'était écrit que j'allais tirer ces cartes précisément parce que c'était ces cartes-là qui conviennent au moment, ou est-ce que j'aurais pu tirer n'importe quelle autre carte et ça m'aurait amené une grille de lecture différente sur les événements aujourd'hui ? J'ai peut-être une vision là-dessus qui peut peut-être un peu changer de souvent, où les gens vont me dire oui, on ne pourra pas savoir. Je pourrais mettre ma main au feu que si c'était 3 autres cartes différentes, parce que c'est du hasard, ça aurait amené aux mêmes conclusions ? Tu aurais eu des conclusions similaires. Ah ouais ? J'en suis persuadé. Le problème, c'est qu'on ne peut plus le vérifier. C'est trop tard. C'est fait, quoi. Tu vois ? À part peut-être se dire, on fait 3 cartes, on les tire, on les retourne pas. Moi, je regarde discrètement les 3, je les remets dans le paquet et on en retire 3 autres. On fait la lecture et à la fin, on retourne les 3 dernières. Ça pourrait être un exercice. J'ai jamais fait. Jamais. Parce que moi, j'ai cette conviction. Et je le vois, j'ai des personnes qui viennent régulièrement, peut-être 1 ou 2 fois par an. Jamais sur le même sujet. J'ai jamais eu quelqu'un qui est venu 2 fois pour le même sujet. Okay. Mais quand c'est 2 sujets différents, si elle me dit « Ah tiens, l'autre fois j'ai eu cette carte, miam miam », moi j'attends de voir. À la fin, est-ce que vous avez vu exactement les mêmes choses que la dernière fois ? Ben non. Là, j'ai vu ce détail. Là, c'est ça qui m'a sauté aux yeux. Et ça, je te garantis, tu dis, ben voilà, en fait, une carte, elle peut être vue de différentes façons. Là, tous entre nous, on peut remettre une carte, on pense chacun à notre question, voir la même, tiens, et se dire, tiens, à la fin, on dit rien, et à la fin, chacun exprime ce qu'il a vu. Tu verrais qu'il y aurait différentes versions. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de... Est-ce que ça ne crée pas une sorte de fatalité ? Parce que finalement, en fait, la manière dont tu appréhendes ton état émotionnel du moment influe largement la manière dont tu vas percevoir la carte. Peut-être que si j'étais dans une humeur très noire, je t'aurais dit sur la première carte, bah, évidemment, c'est un squelette. Donc quelqu'un qui serait dans un état d'esprit assez négatif, pour des raisons diverses, il lui arrive un événement traumatique, etc., mais est-ce que ça ne va pas le conforter dans une vision très très noire qu'il a de sa situation ? Ouais, effectivement, ça peut arriver. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est sur le moment présent, comment je dois faire ? Parce que demain, il sera peut-être en bonne forme,
Il peut aussi le faire, cette lecture, avec une vision plus positive. À ce moment-là, moi, mon travail, c'est plutôt de comprendre, tiens, il n'y a que du négatif qui sort. Est-ce que ça ne serait pas ça la question de départ ? Non pas qu'est-ce que je dois faire pour améliorer mon business, mais qu'est-ce que je dois faire pour être plus positif vis-à-vis de mon business ? D'accord. Et ça, c'est vrai que c'est un peu touchy des fois de le déceler, parce que je suis pas psy, encore une fois. Mais quand on a une personne qui va y voir que du négatif, on prend. Je suis pas en train de dire non, il faut pas la voir comme ça. Hein. C'est ok. Pourquoi vous voyez ça comme ça noir ? Pourquoi cette deuxième carte vous la voyez noire ? Pourquoi cette troisième carte vous la voyez noire ? Juste en posant des questions. Et souvent, enfin en général, quand tu appuies comme ça, bah oui, en fait, c'est peut-être moi qui suis noir. Ok. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a en ce moment qui pourrait faire ? Ben juste, je suis fatigué. Ok. Et pourquoi vous êtes fatigué ? Pourquoi ? Je suis un gamin. Est-ce que toi, tu t'es parfois retrouvé dans des situations, donc admettons, là, tu me tires les cartes, et moi, ça m'emmène vers une conclusion qui est, je sais pas, tu vois, je me dis, ben, en fait, ça m'amène à tirer une conclusion qui m'emmène à faire une bêtise. J'ai jamais eu ça. Tu vois ? Jamais eu ça. Je dirais, par exemple, je dis n'importe quoi. Ouais. En fait, je me rends C'est compte la que ce merde, média, je vais faire si on ça, parle mais de je- ce média, Ah. en fait, il faut que je le coupe. Il faut que je le coupe alors que ce serait une énorme connerie. Et je dis, il faut que je le coupe, et tout me conforte. Donc, Ouais. dans l'idée qu'il faut que je le coupe. Est-ce que tu t'es retrouvé dans cette situation ? Jamais. Jamais. À chaque fois, j'ai toujours eu des gens qui m'ont dit là, j'ai un chemin pour aller vers un truc. Positif ou pas, j'ai envie de dire, il n'y a qu'eux qui le savent. Et encore, ils le sauront une fois que l'action sera faite, quoi. J'ai jamais eu de gens qui m'ont dit tiens, je vais quitter mon job. Et si j'en ai, je leur dirais attendez là, non, c'est pas ça le truc. Là, vous avez une direction et parce qu'elle vous conviendrait pas, vous voudriez aller là. Si vraiment c'est justifié par ce qu'elle a dit ou quoi que ce soit, après, c'est son libre arbitre. Ouais, il y a toujours ce danger-là. Mais je trouve que dès qu'on parle avec l'inconscient, il n'est pas là pour nous mettre dans le mal. Il est là pour nous trouver la meilleure façon, la moins pire. Excuse-moi Emmanuel, juste pour être sûr. Donc toi, tu places bien tout ça, tu le places sur un aspect éminemment... Je parlais de rationalité tout à l'heure. Tu le places sur un aspect éminemment psychologique. Il n'y a pas d'intervention d'énergie, Non. de rien du tout. Non. Toi, tu évacues Même tout dès ça. le début, je dis, on va faire travailler votre inconscient. Voilà, c'est ça. De ce que j'ai appris en hypnose, c'est que l'inconscient, il est là pour trouver les meilleures solutions, jamais pour te mettre en galère. Je donne souvent cet exemple de commencer à fumer pour les gens qui veulent arrêter. C'est en général, c'est soit tu veux faire comme papa-maman, soit comme les grands, soit comme tes amis autour de toi qui fument pour appartenir à un groupe. Je dis pas que c'est tout le temps ça, attention. En fait, ton inconscient, il te dit, t'es tout seul dans ton coin à la récré, t'as envie d'être avec tes amis, de rigoler avec eux. Quel est le meilleur moyen de faire ? Si t'es pas drôle, si t'es pas, j'en sais rien, tu vas peut-être, je fais un cliché, mais peut-être te dire, allez, pour appartenir au groupe, je veux ça. Et puis 20 ans après, tu dis, putain, je suis le seul à me geler dehors, à fumer ma clope, et tout le monde reste à l'intérieur à rigoler. Et là, tu dis, je veux arrêter de fumer. L'inconscient, il est toujours là. Il fait la balance entre ce qu'on veut vraiment, ce qu'il veut vraiment, et ce qui est possible, mais qui va rester dans notre protection de l'intégrité la plus profonde. Il va pas te faire prendre des décisions, je vais me suicider alors. Est-ce que néanmoins, les gens qui viennent consulter chez toi, ils sont quand tu demandes à te faire tirer les cartes, c'est que tu veux des réponses. Ouais. Si tu veux des réponses, c'est qu'il y a des questions qui restent aujourd'hui sans réponse précise. Oui. Donc, est-ce que c'est plutôt des gens qui sont dans le besoin ou qui sont dans l'incertitude ou pas particulièrement? Tu as tout type de personnalité. J'ai beaucoup moins de gens qui viennent pour du désespoir. Et souvent, c'est des gens qui me disent « Mais vous faites pas de divination ?» Non, on fait pas ça. Et ça m'est déjà arrivé 2 fois en 11 ans. Des personnes « Mais je veux savoir si je dois quitter mon mari. » Non, c'est pas ça qu'on va faire. Je suis pas une voyante. Allez voir si vous voulez, mais moi, non, c'est pas ce qu'on fera. D'accord. Et j'ai plutôt souvent des gens, parce que je l'explique avant n'importe quel rendez-vous, attention, c'est pas de la voyance, c'est pas de la divination, c'est un travail sur vous. Moi, je vais rien vous annoncer. Donc déjà, il y a ça. Et quand les gens viennent, c'est vraiment qu'il y a des choses très profondes. Dans le sens, je suis pas en train de dire que relation amoureuse, c'est pas profond, mais très profonde dans le sens, qu'est-ce que je dois améliorer ? C'est très souvent des gens qui ont pris conscience de ça tient de moi en fait, quoi. Et que la réponse à est-ce que je vais trouver l'amour, on l'a pas en sortant de cette lecture. Par contre, on sait comment faire pour s'en rapprocher, pour être plus serein avec ça. Moi, je suis pas en train de dire vous allez sortir de là, rencontrer l'amour. Je suis là pour vous montrer par vous-même, vous questionner sur
Comment vous pourriez faire pour que ce soit plus serein, plus libéré, plus en confiance, des choses comme ça? Et je reviens un peu sur la question que je t'ai posée tout à l'heure, parce que c'est vrai que, en même temps, je te dis, il faut vouloir répondre à des questions, Ouais. et en même temps, il faut être suffisamment bien sur ses appuis pour pouvoir faire ça. Parce que tu vois, j'aurais pu très bien, au moment où je t'ai dit oula, je tire la première carte, j'aurais pu te dire ah mais c'est terrible ce qui va m'arriver, donc du coup Alors ça va ça mourir. m'arrive à chaque fois qu'il y a cette carte. Ah, voilà, bah oui. Voilà. Bon, t'inquiète, moi de ce point de vue-là, ça va. Mais non, mais c'est très simple à questionner. Si je te demande, oula quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah c'est la mort. Je vais mourir. mais c'est Et ça. que tu as une personne qui est en train de dire, oh là là, je vais mourir, et qui ne reste que focus Bah oui, et qui là-dessus. peut rester focus Eh et ben, qui va tirer derrière les conclusions sur les deux autres qu'au prisme de ce qui s'est passé sur la première, à savoir je vais mourir. Ouais, tu vois? Ben, en fait, moi, si j'ai des cas extrêmes comme ça, de gens qui vont rester focus sur ça, sur le truc négatif, Ouais. redescendez, c'est qu'une carte. C'est pas en train de dire que vous êtes en train de mourir, c'est pas de la divination, vous avez de la chance. T'es quand même en train de me dire à petits mots que ça, tu tombes rarement dessus et que tomber sur celle-là, la toute première carte, c'est quand même un truc. J'ai dit que je tombais rarement dessus, sur quoi? La mort. Oui, j'ai toujours cet effet waouh. Oui. Rarement de gens qui vont dire oh, je vais mourir et qui te gardent ça pendant toute la lecture. Alors, ok, regardez, comme on a fait là. Ok, ouais. Qui sait? Tout de suite, t'as dit ah, on voit sa colonne. Ouais, bah dans un squelette, on voit sa colonne aussi, en fait. Ouais. Après, tu m'as dit ah, c'est la couleur. La couleur a une symbolique aussi. Et dans tous les jeux de tarot, il est jamais autrement que couleur chair, couleur jaune qui est associée à la chair aussi dans certaines images du Moyen-Âge. C'est sûr que s'il avait été tout noir ou tout blanc, bah là, je serais mal pour induire la personne à bien regarder. Le chariot, il peut être vu tout autant négativement par des gens. La maison Dieu, c'est aussi une carte où les gens font oh là là, Ah ouais. c'est le chaos, tout s'effondre. Il y a quoi qui s'effondre? Non, au contraire, elle a l'air Et stable. là, Oui, ça mais dépend sur de la manière l'arcane dont tu passes, 13, ouais. elle s'appelle la mort. Mais la mort, c'est la fin de quelque chose. Ça veut pas dire que c'est finito. C'est pas lui qui est mort. Il est debout encore. Il est pas en train d'agoniser. Ouais, c'est le symbole d'une iconographie qui dit il va y avoir la fin de quelque chose. C'est la fin d'un cycle. Ouais. Et un paysan, ouais, s'il cueille pas son blé, il va pourrir sur place. Donc son job, c'est de le couper, de le tuer. Et du coup, toi, alors, tu as des... On parle de clients, je sais pas comment. Ouais, Ouais. oui, Dans les clairement. clients qui viennent te voir, parce que finalement, je pourrais venir te voir quasiment, non, peut-être pas toutes les semaines, mais on pourrait se poser ce genre de questions une fois par mois, ce serait pas déconnant. Non. J'ai besoin d'avoir une grille de lecture sur un certain nombre Complètement. d'événements, que ce soit, là, on l'a fait sur le média, on pourrait le faire sur une activité, ma boîte, ma copine, n'importe quoi. Ça T'as serait des pas gens déconnant. Voilà, parce donc que- t'as des gens qui viennent te voir régulièrement comme Non, pas autant. Donc, comme je te dis, c'est une fois ou 2 fois par an. Mais Ok. ça serait pas déconnant, ça? Bah ouais. parce qu'en fait, quand est-ce qu'on se pose les questions de nos soucis? Bah, tous les jours, dès qu'on C'est se ça. réveille, en fait. Si on se les répète tous les jours, c'est qu'on n'a pas trouvé la solution. Eh ben, tirons une carte tous les jours. Si on veut, il n'y a pas de problème. Moi, je suis quasiment persuadé qu'au bout de 2 ou 3 jours, il y aura une vision, et que le 4e jour, il y aura peut-être plus du tout cette question-là. Et souvent, le plus compliqué, c'est de se faire sur soi-même. C'est ce que c'est j'allais pas dire. Ça objectif. t'arrive, toi, ça fait sens? Très peu, Ouais. parce que je suis pas objectif. On Ouais. n'est pas objectif. On va voir que ce qui nous arrange. Quand c'est quelqu'un qui te dit « t'as pensé à regarder ça ? Et t'as pensé à prendre tes clés avant de partir ?» Ah merde, c'est vrai. C'est ça, tu vois. Ouais. C'est toujours quand il y a une personne extérieure, pas liée par la connaissance, du sentiment, des gens qu'on ne connaît pas en plus. Il y a des gens qui m'exposent des trucs de dingue. Et il faut le respecter, ça, c'est précieux. C'est que si c'est venu sur le tapis, c'est que ça a une importance. Donc les soucis, ouais, on se pose des questions tous les jours. Pourquoi on ne pourrait pas tirer une carte tous les jours? C'est juste qu'au bout d'un moment, si on le fait 365 fois sur le même sujet tous les jours, c'est qu'on n'a pas trouvé la réponse, quoi. Ce n'est pas possible. Ouais, d'accord. Emmanuel, rappelle-nous où est-ce qu'on peut te trouver? Parce que du coup, moi, je reviendrai peut-être. Eh ben, avec grand plaisir. Donc la Maison du Tarot de Marseille, c'est 4 rue Méry, dans le 2e, à Marseille, bien évidemment. Génial. Voilà. Un grand merci. Avant de finir, j'ai toujours une question. Si tu avais nos émissions, tu la connais peut-être. Oui. La question pour conclure, qui est-ce que je mets à ta place pour la prochaine émission? Qui est-ce qui serait intéressant d'inviter? Eh ben moi, j'aimerais bien Yves Reynaud. Ah, donc oui, lié au tarot de fête. Voilà, j'aimerais bien. Et si tu peux, si Qui tu est veux, on une pourrait- encyclopédie sur l'histoire du tarot de Marseille, c'est ça? Ouais, et en plus, ce canaillou, il est en train d'écrire un livre sur le métier des maîtres quartiers qui n'est pas encore sorti. Et il m'en parle très souvent et il me donne des bribes comme ça. Alors, il va pas en parler peut-être plus, mais c'est vraiment quelqu'un qui, lui, à force de faire les tarots comme ça, est allé comprendre avec un autre expert en France, pas un Marseillais, lui, Thierry de Police, un historien à la BNF, va chercher
les actes d'état civil, savoir qui était maître quartier de telle date à telle date, arrive à déceler même les faux jeux, puisqu'on sait qu'il y en a qui ont porté un nom, mais c'est pas eux qui l'ont fait, etc. C'est vraiment un inspecteur, chercheur, fouineur du métier de maître quartier, que à Marseille en plus. Mais avec grand plaisir. Allez, tu me donneras son numéro. Allez, on fait ça. Merci Emmanuel. Merci Benoît. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour une nouvelle édition de Ils font Marseille.